Bonjour à tous, nous sommes à l'Institut du monde arabe à Paris pour ce 300 millions de critiques, nouvelle édition évidemment dans un contexte un petit peu particulier. Vous savez que nous avons beaucoup ri ici, beaucoup souri, nous nous sommes battus, nous essayons d'être cultivés, d'être complémentaires. Aujourd'hui, nous allons au fond aborder un autre continent, un autre registre, celui de la joie, de la compassion. Voici le sommaire. Vendredi 13 novembre, plusieurs attentats ont été commis à Paris. Les terroristes ont visé particulièrement une salle de concert, un lieu de plaisir et de culture. Nous parlerons des réactions après ce drame aujourd'hui. Le Goncourt 2015 a été dévoilé le 3 novembre dernier. Mathias Sénard a reçu pour son roman Boussole, publié aux éditions Actes Sud, un chèque de 10 € et son livre porte désormais le célèbre bandeau rouge Prix Goncourt. Nous en débattrons. 30 ans de carrière, plus de 11 millions de disques vendus. Mylène Farmer revient avec un 10e album, Interstellaire. C'est un véritable phénomène de l'industrie musicale française et nous l'évoquerons aujourd'hui. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Voici mes camarades et comparses que vous connaissez. Estelle Martin, bien évidemment le TV5 Monde. Ma chère Estelle, bonjour. Bonjour Guillaume. À ses côtés, donc, un diplomate et en même temps romancier, journaliste, c'est Olivier Poivre d'Arvor. Merci mon cher Bonjour Olivier. Guillaume. Nous sommes aussi avec Mathieu Dugal, que vous connaissez tous, que vous appréciez, qui nous vient du lointain Québec, mais qui est ici pratiquement toutes les semaines avec nous. Et ça nous fait, mon cher Mathieu, un grand plaisir. Parmi ceux que vous retrouvez souvent dans 300 millions de critiques, il y a Slimane Zeguidour de TV5 Monde, mon cher Slimane. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Et donc le Cervin, Michel Serruti, représentant de la radio-télévision suisse, mon cher Michel. Hello Guillaume. Bonjour, je crois que vous êtes un peu grippé. Donc faites attention. Je ne postillonnerai pas trop. Enfin, vendredi 13 novembre dernier à Paris a basculé dans l'effroi, la ville a basculé dans l'effroi, la capitale a basculé dans l'effroi. D'une certaine manière, la France et l'Europe ont basculé dans l'effroi et les témoignages évidemment de compassion sont venus du monde entier. Plusieurs attentats ont été commis dans différents lieux de la capitale. Vous le savez, les terroristes ont visé particulièrement la salle du Bataclan, qui était visée d'ailleurs depuis 2008 par des annonces qui avaient été faites et des menaces donc au groupe qui dirige le Bataclan. C'est une salle qui a accueilli, vous le savez, des concerts de légende. Daesh s'est attaqué à la liberté de se divertir, à la liberté de se cultiver, à une certaine manière donc, dont nous vivons tous, puisqu'il y a eu non seulement l'attaque du Bataclan, mais évidemment des fusillades qui ont eu lieu dans les quartiers alentours, dans les terrasses des cafés. Nous parlerons des réactions à ce séisme, des actions francophones pour contrer justement ce qui est en train de se passer dans le monde. Voici donc un sujet qui regroupe les différents hommages qui ont été consacrés donc à cette soirée terrifiante du 13 novembre. Regardez. Une visite symbolique, remplie d'émotions. Hier soir, les membres du groupe de rock U2 se sont rendus près du Bataclan pour rendre un hommage aux victimes des attentats de Paris. Le groupe a annulé ses 2 concerts ce week-end à Paris-Bercy. Ils ne sont pas les seuls à avoir voulu rendre hommage aux victimes. Madonna, en concert à Stockholm hier soir, a chanté l'un des plus grands classiques de la chanson française. Une chanson qu'elle reprend régulièrement, mais qui résonnait tout particulièrement vu les événements tragiques. Avant d'adresser un message ému au public. Je suis déchirée. Ils veulent nous réduire au silence. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous ne laisserons jamais faire ça. L'émission américaine satirique, le Saturday Night Live, a débuté avec un message adressé en français à un pays meurtri. Paris, c'est la ville lumière. Ici à New York City, nous savons que cette lumière ne s'éteindra jamais. On vous envoie tout notre amour et soutien ce soir. L'acteur américain Will Smith, présent à une cérémonie, a évoqué ses inquiétudes face à ce genre d'acte dramatique. Nos cœurs et nos prières vont aux familles des victimes. Mais que faire? Où cela va-t-il s'arrêter? Comment le stopper? Que peut-on faire? Entre horreur et émotion, les attentats qui ont touché Paris ont mobilisé de nombreuses célébrités qui ont tenu à témoigner leur solidarité.
Mon cher Slimane, bonjour. Bonjour. Cet attentat contre la culture, comment le situez-vous? Dans la longue chaîne des attaques contre la culture, qui est la signature de tous les mouvements fascisants, autoritaires et terroristes, sans remonter aux autodafés de l'Inquisition, aux autodafés que les nazis organisaient fièrement. Il n'y a qu'à voir dans les pays arabes maintenant les interdictions de festivals de cinéma, de concerts de musique, les assassinats de dramaturges, d'artistes, l'exil forcé des autres. Donc je dirais que c'est la lutte, si vous voulez, c'est une lutte titanesque entre ce qu'il y a de plus sombre dans l'homme, c'est-à-dire la dictature de la pulsion, le règne de l'instinct, et la culture, c'est-à-dire la conquête de la lumière sur ce qu'il y a de plus barbare dans l'homme, car seuls les hommes peuvent être barbares. Mais comme cette lutte est permanente, sur le Goncourt qu'on vient d'avoir et sur les prix littéraires de ces derniers temps, il y a quelque chose de subliminal et de très, très rassurant, je dirais même réconfortant. Par exemple, tous les livres qui ont été primés récemment, il y a Boualem Sansal, qui est un livre sur l'intégrisme islamique, il y a le franco-tunisien Aidé Kadour et il y a Mathias Enart. Quel est le point commun de tous ces livres? Ils sont écrits, ils concernent cette zone du monde arabo-musulman qui nous est aussi très très proche, c'est-à-dire que les jurys ont sélectionné des livres qui traitent de cette zone d'où nous proviennent ces terroristes qui nous pourrissent la vie, qui la fauchent même, mais en même temps, cela montre que cet univers, dans ses aspects humains et lumineux, fait partie de notre vie, ce qui veut dire que nous aussi, nous faisons partie de l'univers de ces sociétés du Maghreb et du Moyen-Orient. Merci Slimane donc, de cette introduction historique qui était nécessaire. Olivier, donc, la résonance, enfin, la contre-résonance culturelle qui est nécessaire aujourd'hui, parce que les effets sont terribles. À Paris, je suppose que c'est pas comme ça un petit peu partout, c'est-à-dire que les salles de spectacle sont de plus en plus vides, les restaurants, les gens affichent le goût des terrasses, mais en même temps, on sait qu'une grande partie de l'économie est en train de se délabrer. Est-ce que la culture peut faire quelque chose ? Moi, j'ai pensé le vendredi soir, quand on a su que les attentats portaient en effet sur ces terrasses, sur une salle de concert, sur un stade, j'ai pensé tout de suite au film d'Abderrahmane Sissako, Timbuktu, parce que si vous vous souvenez bien de ce très beau film, dans le fond, les islamistes s'attaquent à quoi? Ils s'attaquent à la liberté de gens qui sont ensemble, ils s'attaquent au football, au sport, puisqu'il y a une partie de football sans ballon, et ils s'attaquent aussi à des gens qui chantent et qui font de la musique. Dans le fond, cette haine de la culture, c'est ça qu'il faudrait essayer de comprendre pourquoi est visée, y compris d'ailleurs au Mali, à travers les bibliothèques de Tombouctou, mais évidemment à Palmyre, pourquoi Daesh attaque aussi beaucoup à la culture, qui est quelque chose qui nous touche en effet, qui est une forme de civilisation qu'on a construite à travers les siècles. Et cette haine de la culture, elle est présente partout. Elle est présente en Asie avec la censure, elle est présente par des modes de faire la politique aussi. Peut-être un jour, si des élus un peu extrémistes ou de partis dans lesquels je ne me reconnais pas, que je ne considère pas complètement républicains, gagnent des élections régionales, elle est présente dans le monde arabe, souvent, je pense en Tunisie, où des amis sont menacés dans leur intégrité physique parce qu'ils s'expriment, parce qu'ils font de l'art contemporain, et dans d'autres endroits comme ça. Oui, la culture, évidemment, c'est ce qui nous rassemble. Donc, ceux qui n'aiment pas et ceux qui ne s'aiment pas ce rassemblement s'attaquent à ça. Donc, en effet, il faut protester, mais que peuvent les paroles d'intellectuels et de quelle manière, d'une certaine manière, ces terroristes vont entendre nos protestations? Il y a quand même une explication très géopolitique. On est dans une séquence qui est très nouvelle depuis 2001. D'abord la guerre d'Irak, ce qui s'est passé évidemment avec la Libye, la Tunisie, les printemps arabes. Il faut quand même qu'il y ait cette explication géopolitique qui nous explique pourquoi, y compris l'intervention française au Mali. On est dans une séquence géopolitique très particulière qui, pour moi, ne se limite pas au simple terrorisme, qui fait que je pense que nous sommes plutôt au début d'un processus qu'une sorte de fin de cycle. Et là, je pense que toute cette région, tout ce Sahel-là, est en ébullition. Et le fait religieux, dont je pense que parfois il est régressif, pardon, je le pense par rapport à ma religion de baptême, qui est la religion catholique, ce fait religieux n'aide pas, en effet, car il agit de manière parfois un peu dogmatique sur des esprits simples ou trop simplistes. Mathieu et Michel, justement, la résonance chez vous, au Québec.
Bien, la résonance, actuellement, elle est très, en fait, elle est très concrète parce que cet événement-là est arrivé au moment où le Canada s'est engagé à la suite de l'élection du gouvernement du Parti libéral à accueillir 25 000 réfugiés syriens. Et actuellement, les débats qui sont vraiment très acrimonieux là, sont autour justement de la question de comment on accueille d'immigrants et surtout l'échéancier de l'accueil de ces immigrants-là, parce que le gouvernement s'est engagé à les recevoir avant le 31 décembre. Et donc, le hasard est voulu que j'ai appris cette nouvelle-là. Moi, j'étais en repérage pour l'émission que j'anime sur ici Radio-Canada Première dans une école, en fait, une polyvalente, ce qui est vos lycées ici en France. Et j'étais dans une classe très multiculturelle. C'était dans l'ouest de l'île de Montréal. Et je suis sorti de là, justement, en fait, en fin d'après-midi, j'étais vraiment gonflé à bloc parce que j'étais vraiment agréablement surpris de voir comment l'éducation, justement, peut permettre de réunir des gens d'origines diverses. Et on est dans un quartier, dans le quartier où j'étais, multiculturel, assez défavorisé, beaucoup de HLM et tout ça. Et je voyais des professeurs qui se démenaient pour justement qu'il se passe quelque chose dans leur classe et pour que l'éducation serve justement à faire ce travail-là de mélanger les cultures. Et là, quelques minutes après, j'apprends cette nouvelle-là. Et actuellement, on a vraiment un ressac. En tout cas, il y a une partie de la population au Canada, au Québec, qui se braque contre l'arrivée de ces réfugiés-là en disant on ne va pas accueillir des gens qui vont abriter une population qui va peut-être abriter quelques terroristes. Et vous savez, il y a quand même une partie de la population, on a une droite, en tout cas au Canada, qui est... En fait, il y a une partie d'une droite au Canada qui est assez viscéralement anticulturelle. Le fait culturel, ils n'aiment pas ça. La culture, pour eux, c'est un synonyme justement de subventionner de gens qui vivent aux mamelles de l'État. Et je pense qu'il faut le redire de plus en plus aujourd'hui, plus que jamais, là, les solutions rapides, les raisonnements rapides, ils ne servent pas à bien expliquer notre société. Et plus que jamais, on a besoin de culture, on a besoin d'éducation. La réponse à long terme à ces attentats-là, c'est compliqué. C'est pas compliqué et c'est compliqué. C'est la culture, plus de culture, plus d'éducation. On n'y arrivera pas parce que ces gens-là tablent sur le fait qu'on va répondre de manière brutale et non culturelle. Et il faut, plus que jamais, leur répondre par la culture et par l'éducation. Michel, vous étiez où quand ça s'est passé donc? Alors moi j'étais à Genève, effectivement, il se trouve que quand Charlie Hebdo a eu lieu, j'étais à Paris. Là j'étais à Genève quand ça s'est passé. Vous savez que pour la Suisse romande, Paris est quand même un lieu de destination habituel, donc il y a beaucoup de romans qui viennent à Paris pour assister à des concerts ou voir des expositions. Donc c'est pas une ville romande, Paris, on va quand même pas aller jusque-là, mais il y a beaucoup d'affinités, il y a beaucoup d'allées et venues entre la partie francophone en Suisse et Paris. Donc ça a évidemment touché les gens de très près, ce qui s'est passé. Ça a été suivi de la même manière que ça a pu l'être en France. Pratiquement tous les journaux, tous les médias ont suivi ça. Et ça a été ressenti comme étant quelque chose de très proche au niveau de l'attaque. Très agressif. Absolument. Et de ce qui a été dit pour l'instant, c'est vrai que je partage complètement ce qu'a dit Slimane. Je partage également ce qu'a dit Olivier au niveau de la géopolitique. Je pense qu'il faut que nous résistions, et de manière culturelle, bien sûr, comme le disait Mathieu, parce que le terrorisme, et ça existait depuis très longtemps, et c'est du terrorisme avant autre chose pour moi. Voilà, comme des fascistes, des nazis de l'époque qui veulent imposer une idéologie. Alors voilà, les nazis dans les années 30, ils ne voulaient pas de juifs, ils ne voulaient pas d'homosexuels, ils ne voulaient pas de tziganes, ils ne voulaient pas... Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Aujourd'hui, on ne veut pas de juifs non plus, et puis on ne veut pas de culture, on ne veut pas de gens qui boivent, de gens qui s'amusent. Finalement, on est encore une fois dans une idéologie qui est complètement fascisante. Donc il ne faut pas qu'on se laisse happé par ça. Je pense que la réponse est d'essayer de continuer à vivre comme on a pu le faire tant qu'on peut le faire. Il ne faut pas se mettre en danger non plus, évidemment. Mais si on devait changer la façon dont on fait les choses, ça veut dire que ces gens-là, ces fous furieux, marqueraient un point parce qu'ils réussiraient à infléchir notre mode de vie.
Et il faut qu'on continue de lutter, il faut qu'on continue de croire en nos valeurs qui sont, l'art et la culture sont l'expression d'une société, l'expression de certaines valeurs. On va en parler tout à l'heure, parce que justement le deuxième sujet concerne Mathias Sénard qui vient d'avoir le prix Goncourt. Absolument. Justement, et par contre, le terrorisme, juste pour terminer, le terrorisme, par contre, évidemment, c'est la négation de ces valeurs par la violence. Donc il ne faut pas qu'on se laisse happer par ça. C'est important de continuer à fonctionner de cette manière-là. Estelle, vous étiez en Chine, vous? Oui, moi j'étais en Chine pour TV5 Monde, puisque je co-présentais... Je vous rappelle, c'est un peu particulier comme début d'émission, vous l'avez remarqué, mais c'est important que l'on dise ce qu'on ressent profondément. Donc je co-présentais une émission justement avec la CCTV, qui est la chaîne nationale chinoise. Moi j'ai découvert ça suite au décalage horaire à mon réveil. Et après, quand je les ai rencontrés, alors ça a été un choc, hein, comme tout le monde, j'avais du mal, c'était sur Ali, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et après, je suis allée à la rencontre de ces équipes chinoises, de ces Chinois qui sont francophones, francophiles, qui aiment Paris. Ils ont une vision tellement romantique, tellement presque amoureuse de Paris, de la France, et ils ne comprenaient pas. Et ils me demandaient en fait un début d'explication, pourquoi tant de violence, pourquoi tant de haine, et je ne savais pas quoi leur répondre. C'est compliqué parce que même moi-même, je ne comprends pas, je pense que vous ne comprenez pas non plus. On a du mal à comprendre cet afflux de violence contre des gens jeunes qui aiment la culture, qui étaient juste attablés à des bars, et j'essayais de leur expliquer, mais je n'avais pas les clés. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que après réflexion, en discutant avec d'autres amis, je me demande si la France n'est pas en train de se cliver. C'est-à-dire que oui, pour nous, c'est naturel d'aller boire des verres en terrasse, d'aller à des concerts, d'aller à des spectacles. Mais peut-être que ces jeunes, qui sont aussi jeunes, ces jeunes kamikazes, peut-être que pour eux, c'est loin de tout, cette France-là. Parce qu'ils n'ont peut-être pas... alors peut-être que je vais être très simpliste, mais ils n'ont peut-être pas les moyens de se payer un verre en terrasse. Ils ne vont pas au spectacle, ils sont en banlieue. Je me demande si on a conscience, en fait. Est-ce qu'on est encore ensemble? Est-ce qu'on est un peuple encore ensemble? Je me pose cette question, hein, parce que c'est vrai que j'arrive pas à comprendre que ces jeunes hommes qui étaient pères de famille, qui avaient l'air certains très sympathiques, et pourquoi quand même ils sont devenus kamikazes. Comment on devient kamikaze? Est-ce que pour eux, nous, ce qu'on appelle les bobos entre guillemets, on est tellement différents qu'ils peuvent nous tuer sans aucun état d'âme? C'est vraiment des questions que je me pose aujourd'hui, et je trouve que c'est important que le monde culturel s'investisse, comme Jean-Michel Ribes, du directeur du Rond-Point, ils ont repris leur spectacle, comme Jean Bellorini, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui lui en plus est le directeur du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, donc Saint-Denis qui là aussi a été extrêmement touché, puisque c'est là-bas que les kamikazes et que les terroristes se sont repliés, et ils sont là, ils sont présents, il y a des spectacles, il y a des collégiens, il y a des lycéens, et donc moi je veux rêver, j'espère que la culture peut toucher les cœurs, mais je me pose la question sur cette France, est-ce qu'on arrive à se réunir encore, ou est-ce que ça prouve qu'on est totalement divisé et qu'on n'a pas conscience d'un mal-être profond? Pour clore ce premier sujet, nous avons choisi un dessin de Plantu relayé donc sur Twitter, rendant hommage aux victimes des attentats du 13 novembre et condamnant évidemment l'obscurantisme religieux avec ce dessin. Vous suivez toute l'information sur le compte Twitter de l'émission et vous laissez des messages avec le hashtag 300 millions de critiques. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous les consultons. Vous retrouvez évidemment toutes les infos nécessaires sur le site internet de TV5 Monde, aux adresses qui normalement s'affichent en bas de cet écran. Merci Slimane d'avoir été avec nous. On va retrouver dans un instant donc Arnaud Vivian qui prendra votre place, critique littéraire, et le patron de l'excellente revue qui s'appelle Charles, puisque nous allons parler maintenant du Goncourt 2015. Ce Goncourt 2015, donc, a été dévoilé le 3 novembre dernier à Mathias Sénard, qui a reçu pour son roman Boussole, publié aux excellentes éditions Actes Sud, donc le fameux chèque de 10 €, le petit chèque, mais le bandeau rouge qui change tout, celui de prix Goncourt. Un jury alternatif en Suisse avait déjà désigné ce livre. Alors, que vaut cette cuvée 2015? Le Goncourt fait-il encore recette dans l'ensemble de la francophonie et dans un contexte qui, vous le savez, est totalement bouleversé? On en parle juste après cet extrait d'un entretien donc, qui a été accordé par Mathias Sénard pour son Goncourt à notre ami Patrick Simonin dans l'invité sur TV5 Monde. Regardez. Comme ça, d'un seul coup, vous êtes au centre du monde littéraire. Oui, alors je ne sais pas si le monde littéraire a un centre, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est un immense coup de projecteur, beaucoup de flash sur ce livre. Et c'est ça qui est important, c'est que finalement, les prix mettent en avant des livres et leur permettre d'atteindre un public gigantesque. Oui. Qu'est-ce que devrait apporter ce livre à ceux qui vont le lire, Mathias Sénard? J'ai envie de dire du plaisir de lecture, bien sûr, mais aussi l'envie de lire d'autres livres, de découvrir encore d'autres choses, d'entendre des musiques, de découvrir des peintres, des musiciens, des voyageurs. Et au-delà de l'histoire d'amour de Franz et de Sarah, dont il est question dans le roman,
de se lancer un peu à la découverte de tous ces voyageurs, artistes, écrivains, musiciens dont je parle dans le livre, qui ont eux aussi fait ce voyage d'Orient. Le livre, le voici, Mathias Sénard, Boussole, donc c'est le prix Goncourt de cette année qui est publié aux excellentes éditions Actes Sud. Arnaud Vivian, bonjour, bienvenue. Vous connaissez particulièrement bien Mathias Sénard et en dehors du livre dont on va parler évidemment, qui est le sujet central et de l'impact du Goncourt dans l'espace francophone, qui est-il ce Mathias Sénard ? C'est un jeune écrivain, c'est un quadragénaire. Il a une particularité. Non mais vous savez, les écrivains, c'est comme le vin. Hein, franchement, voilà, à 70 ans, il commence à être au top. Donc voilà, 40 ans, franchement, c'est le début d'une carrière, et pour le coup, d'une grande carrière, puisque vous savez qu'en lui remettant le prix Goncourt, Bernard Pivot a dit qu'il pensait que ce jeune homme aurait le Nobel de littérature un jour. Vous voyez quand même, voilà, il y a une espèce de poussée. La voie royale. Oui, la voie royale. Alors pourquoi ? D'abord parce que Mathias Sénard est polyglotte. Il parle 7 langues, dont l'arabe, et je pense que c'est assez rare dans la littérature française. Il vit à Barcelone, il est très européen, et son œuvre, depuis un moment, en fait, c'est l'Orient, justement. Le livre qui avait obtenu le prix Décembre, un prix doté quand même de 30 000 €, qui s'appelait Zone, toujours chez Actes Sud. Oui, c'était l'histoire d'un agent secret, d'un espion, un type bizarre, qui avait de toute évidence des relations avec tout le pourtour méditerranéen, tout le Moyen-Orient. Donc la question est déjà là. Son avant-dernier livre parlait d'Istanbul. Son livre précédent, Boussole, posait la question des migrants. Et puis voilà, maintenant, c'est la question de l'Orient, de l'orientalisme. Et pourquoi ce livre s'appelle-t-il Boussole ? C'est tout simplement parce que le narrateur, qui est un musicologue, possède une boussole qu'on lui a offerte, c'est ça. Sa fiancée, Sarah, qui est l'autre grand personnage de ce livre, lui a offert une boussole qui indique toujours l'Est. Voilà. Mathias Sénard, donc le voici. Alors, grande question aussi autour du livre. D'abord, est-ce que vous l'avez aimé ? Et deuxièmement, quel est l'impact du Goncourt dans l'espace francophone que vous représentez ? Donc, on va commencer avec vous, Michel. Alors, est-ce que le Goncourt, c'est toujours important pour vous ? Oui, bien sûr. Vous le disiez très bien, Guillaume. C'est le petit chèque de 10 €, mais le bandeau rouge qui change tout. Évidemment, en librairie, lorsqu'il y a le fameux bandeau rouge, eh bien, les gens se l'arrachent parce que voilà, il faut lire le Goncourt de l'année, il faut se renseigner si on ne l'a pas fait, sur quel a été le choix, quel a été le critère. C'est vrai que voilà, ça fonctionne comme ça en Suisse. Vous le disiez également, il y a un jury qui était composé d'un certain nombre d'étudiants de diverses universités suisses qui, cette année, avaient joué le jeu de lire tous les ouvrages qui avaient été sélectionnés pour le Goncourt, et ça a été également leur choix. C'est vrai qu'à titre personnel, on a lu, ici autour de cette table, où moi j'ai lu un certain nombre de bouquins de cette rentrée, de Liberati à Catherine Angot, en passant par Boilem-Sansal, etc. Pour moi, Mathias Sénard sort très au-dessus du lot. C'est un bouquin qui est magnifique, qui est ardu à lire, il faut le dire. C'est pas simple à lire, ça demande un véritable engagement. C'est érudit, je dirais pas que c'est pas simple à lire, mais c'est érudit. Alors, c'est érudit. Pas la même chose. Et du coup, c'est pas un livre qui se donne. Il faut quand même aller vers lui. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça veut pas, ce qui est un compliment. Enfin, je veux dire, c'est un livre qui est magnifique. Alors qu'on se comprenne bien, mais c'est pas non plus le livre, en tout cas pour moi, qui a été, peut-être que je m'exprime pas avec les bons termes, mais qui est pas le plus simple à lire parce qu'il est foisonnant, il est érudit, il est complexe. Il y a un nombre de références, qu'elles soient musicales, qu'elles soient littéraires, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient historiques, qu'elles soient archéologiques, qui sont mises en avant. Enfin voilà, ça nous prend. Alors peut-être que c'est une métaphore aussi de la manière dont l'Occident doit prendre patience pour appréhender l'Orient. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le voir. C'était une explication que j'avais. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le Goncourt, en récompensant un livre comme celui-là, eh bien, ne peut que tirer vers le haut la littérature, parce qu'elle récompense un livre qui est ambitieux, un livre qui est excellent et un livre qui sort véritablement du lot. Moi, j'apprécie que le Goncourt ait été attribué cette année à Mathias Sénard. C'est un excellent livre. Je le remontre, donc Mathias Sénard, Boussole, roman publié aux éditions Actes Sud. Voici, voilà, Mathieu. Moi, je vais être très honnête. Impact Québec. Oui, en fait, je vais être très honnête, j'ai pas eu le temps de le lire encore, mais c'est sûr que c'est dans ma liste de lecture. C'est quand même un impact, je dirais, le prix Goncourt au Québec assez relatif. C'est-à-dire que oui, effectivement, ça a un impact sur les ventes, mais encore faut-il que ce soit un livre qui soit justement
je dirais, dans l'air du temps. Je me souviens que Les Bienveillantes, ça avait eu quand même un impact, mais en même temps, Les Bienveillantes faisaient référence à quelque chose qu'on connaissait déjà. C'est un univers qu'on connaissait déjà. C'est peut-être moins le cas avec celui-là. Il y a des prix, en tout cas au Québec, qui ont quand même un certain impact. Le prix des libraires, par exemple, peut avoir un effet. Il y a eu certaines années où on a quintuplé les ventes d'un roman avec le prix des libraires. Il y a, par exemple, les prix du gouverneur général. Actuellement, on a décerné, par exemple, à un très bon auteur, d'ailleurs, qui a eu un impact à l'extérieur du Québec, Nicolas Dickner, qu'on avait connu, par exemple, avec Tarmac, avec Nikolski, qui a eu le prix du gouverneur général. Fabien Cloutier, également, en théâtre, qui a eu ce prix-là. Et ça permet vraiment de récompenser une œuvre et de mettre le projecteur aussi sur vous êtes en train de nous dire quoi? Que c'est la distance géographique, puisque ce n'est pas la langue, ou plutôt la préoccupation qui est au centre du livre, qui finalement les cartes du monde américain, fut-il francophone? Je ne suis pas certain que c'est un livre qui va avoir une si grande vie que ça au Québec, parce que le thème... C'est un Orient trop lointain pour les Québécois. Peut-être. Écoutez, je m'avance peut-être beaucoup avec ça, là, mais je ne suis pas certain que c'est un livre qui va avoir une si grande résonance. Et aussi, il faut dire, moi, ce que je trouve intéressant de voir aussi, c'est que de plus en plus, les prix, il y en a beaucoup, et de plus en plus, les gens vont aller chercher leurs références ailleurs que par les prix. Et ça, c'est Frédéric Martel, qui est un auteur français qui est très intéressant, qui a parlé de la nouvelle curation du web dans son livre qui s'appelle Smart. Et je pense que ça va être intéressant à suivre, ça, de voir comment, justement, les prix littéraires ne sont plus le seul barème par lequel on va aller avoir accès à de la nouvelle dont on parlait tout à littérature. l'heure, avec Arnaud Vivian. Olivier, le romancier, que pense-t-il de Mathias Sénard, de Boussole et justement de son retentissement? Je suis sûr que c'était un Québécois qui avait eu le prix Goncourt a de l'importance, hein, mais il y a d'ailleurs des Québécois qui l'ont eu, ou Dany Laferrière qui a eu des prix littéraires d'ailleurs, qui est de Grand chez prix vous de aussi. l'Académie française. Absolument. Non, mais d'abord, Mathias, c'est un ami, c'est un garçon formidable, merveilleux. Je l'avais découvert en 2003 avec La perfection du tir, c'était son premier livre. C'est un livre qui avait été remarqué, notamment par le prix des 5 continents, qui est le prix de la francophonie. Donc, vous voyez, c'est un espace qui l'intéresse évidemment. Et Zone était un livre très prodigieux, vous savez, écrit comme ça d'une seule phrase, vraiment dans l'innovation, dans l'audace littéraire, et en même temps racontant une histoire. C'est le mérite de Boussole aussi, qui raconte une histoire qui nous fait vivre un Orient certes un petit peu fantasmé, qui ne ressemble pas complètement à l'Orient. Enfin, l'Orient est compliqué chez Mathias, mais c'est un Orient peut-être vu par un regard qui est le nôtre, occidental. D'ailleurs, c'est difficile d'écrire sur ce monde-là, qu'il soit le monde musulman ou le monde arabe, quand il se recoupe. En l'occurrence, on a parlé de Bolem Sansal, mais Bolem a du mal à écrire. Eddie Cadour vit en France, il est franco-tunisien, et donc les écrivains du monde arabe ont du mal à écrire eux-mêmes. Mais vous qui êtes écrivain, vous avez vu, enfin, non pas la polémique, mais l'accompagnement de la naissance de ce prix Goncourt. Je parle du lauréat Mathias Sénard. Au départ, beaucoup de gens se sont insurgés, que sortent justement Christine Angot, Delphine de Vigan, Liberati et d'autres. Et puis finalement, à l'arrivée, tout le monde a l'air de se satisfaire justement que celui qui n'apparaissait pas comme le favori au départ soit le désigné à l'arrivée. Oui, puis tout le monde, dans le fond, c'est un peu une comédie, mais c'est un jeu, c'est ce qui fait qu'il y a une narration, il y a un storytelling pour faire plaisir à mon voisin de gauche, des prix littéraires. C'est qu'au bout du compte, tous ceux qui étaient annoncés pour avoir des prix ont fini par avoir des prix. C'est-à-dire, Angot a eu un prix, Binet a eu un prix, Hénard et de Vigan aussi. Donc, voilà, c'est une juste répartition pour des livres qui se défendent, d'ailleurs, avec une diversité d'écriture. Comme il faut remarquer que l'intérêt de notre réseau de libraires indépendants, qui permet ça, et d'éditeurs nombreux, Actes Sud en est un formidable, l'éditeur de Mathias Sénard, c'est qu'il y a une pluralité d'écriture, de style en France, et on n'est pas dans le monocorde absolu, et Mathias, en tout cas, est un écrivain de très grand talent, et c'est un livre en effet exigeant, mais qu'il faut lire avec empressement. Voilà, Boussole de Mathias Sénard, je le remonte, mais c'est important, donc publié aux éditions Actes Sud. Estelle, ma chère Estelle. Eh bien, moi, c'était mon préféré de cette rentrée littéraire. En plus, j'avais eu la chance de l'avoir en plateau, Mathias Sénard, avant qu'il n'ait le Goncourt, dans 64 minutes sur TV5 Monde. Et c'est vrai que ce livre, moi, il m'a plu, et je pense qu'il a été aussi récompensé pour cela par le Goncourt. C'est parce qu'il vraiment, il jette des passerelles entre l'Orient et l'Occident. Il nous rappelle qu'on a des liens quand même étroits, compliqués, évidemment. Mais je pense qu'aujourd'hui,
c'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec Mathieu, c'est que je pense qu'il y a une vraie résonance parce qu'il nous rappelle cet Orient qui nous a fait rêver, tous les artistes. Il cite Flaubert, il cite Mahler, il cite, je ne pourrais pas tous, Berlioz, Schubert. Il y a vraiment cet Orient rêvé, mais pas seulement. Il nous parle de... C'est comme les mille et une nuits, Boussole, je trouve. Vraiment, c'est une nuit de rêverie où on passe de Téhéran à la Syrie et on se laisse comme ça emporter par cette rêverie, par ces références littéraires, artistiques. Et c'est vrai que c'est exigeant. Et ça donne envie. Je lui avais dit, moi, quand je lis Boussole, vous faites référence à un air de oud, par exemple, eh bien, je vais sur YouTube pour l'écouter. Et Mathias Sénard m'a répondu, m'a dit, oui, c'est ce que je veux faire. C'est nous rappeler qu'on a des liens très forts entre l'Orient et l'Occident. Et je veux les rappeler, les souligner, vous donner envie de vous ouvrir à d'autres cultures. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la plus belle réponse qu'on peut donner. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre Boussole, même si, vous l'avez dit, il faut s'accrocher un petit peu. On va terminer avec vous, justement, pour parler de Mathias Sénard et de Boussole, Arnaud Vivian. Est-ce qu'on ne sort pas justement d'une partie de la littérature, enfin ces dernières années, qui est, c'est d'ailleurs pas un reproche, un peu auto-centrée? Parce que là, il y a cette dimension qui est celle du voyage, de la culture. Le jeu n'est pas le simple sujet du narrateur ou du héros. Alors, c'est même pas du tout le sujet. Ouais, c'est ça qui... On est très loin de l'autofiction, on est même dans un territoire qui serait le contraire, littérairement parlant. Ce qui est très intéressant, moi je trouve, tout le monde dit ce mot exigeant, que je trouve à la fois juste et en même temps qui fait peur. Ça arrive de faire peur et de dissuader d'aller vers ce livre, qui est d'une sensualité rare. Il y a d'abord une grande histoire d'amour entre le narrateur, Franz, et cette jeune Sarah, une espèce de course-poursuite très amusante en même temps, puisqu'ils n'arrivent pas à l'attraper, si je puis dire, dans cet Orient où ils sont là, deux érudits. Alors, ils sont tous les deux bac plus 12. OK, c'est vrai, il y a ce... Voilà, c'est pas un défaut. Mais non, c'est pas un défaut, et ça change aussi... voilà, ces deux personnages très érudits, tous les deux, dont la spécialité est l'orientalisme, pour elle en littérature et pour lui en musique. Et donc, il y a aussi quelque chose, il y a une drôlerie, il y a une espèce de comédie sentimentale à travers l'Orient entre deux. Lui, évidemment, désire... alors, tout ça, il s'en souvient après, c'est une espèce de flashback sur leur histoire d'amour, mais c'est très drôle, leur rapport est extrêmement amusant. Alors, c'est vrai que c'est exigeant, mais je trouve que ce qui est formidable pour une fois, c'est que le prix Goncourt, et ça n'a pas toujours été le cas, il faut bien le dire, a choisi un livre qui n'est pas dans le marché, je trouve. Voilà. Et je trouve que la littérature doit sortir aussi, de temps en temps, de la notion de marché, de vente, qu'on arrête de parler, de dire est-ce que ce livre va se vendre, est-ce que ça va être un bon Goncourt au niveau des ventes, sortir de cette idée-là pour enfin récompenser un travail littéraire. Mathias Sénard, Boussole, roman, donc prix Goncourt 2015, le voici, excellentes éditions Actes Sud, qui, vous le savez, ont pris naissance du côté d'Arles avec Hubert Nissen, qui malheureusement nous a quittés. C'est un double hommage, donc qui a rendu un grand écrivain, un grand éditeur, et à sa fille qui poursuit le travail avec beaucoup de passion. On trouve chez Actes Sud des énormes écrivains comme Don DeLillo. Beaucoup de gens. Merci mon cher Arnaud d'être venu nous voir, c'était avec grand plaisir. Je rappelle qu'Arnaud dirige une excellente revue qui s'appelle Charles, qui est publiée tous les 3 mois. Tous les 3 mois, donc revue trimestrielle. Donc on va terminer avec évidemment les tweets et l'interactivité. Un tweet de Stéphanie qui voit en Boussole de Mathias Sénard un manifeste contre la profonde bêtise inculte et un éloge amoureux entre l'Orient et l'Occident. Et puis vous trouvez évidemment où vous pouvez tweeter avec le hashtag 300 millions de critiques et suivre le compte Twitter de l'émission et retrouver toutes les infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Comme quoi, une bonne revue culturelle, et souvent tous les 3 mois, c'est ce que je disais donc avec Arnaud il y a quelques instants. Merci Arnaud. Et le dernier débat va nous permettre de changer totalement d'univers. On va parler de la chanson française, puisqu'il s'agit du dernier album de Mylène Farmer. Mais tout de suite, c'est le Zap culturel qui a été réalisé donc entre 2 voyages en Chine par Estelle Martin et Aurore Marty. Vive la musique, vive la liberté, vive la France et vive Eagles of Death Metal. Les gens faisaient semblant d'être morts. Ils avaient tellement peur. Une des raisons qui explique pourquoi tant de gens ont été tués, c'est parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leurs amis. C'est une musique de violence satanique. C'est généralement ce qu'ils disent, que je voue une adoration à Satan, alors qu'ils savent même pas de quoi ils parlent. Il y a les bougies et les fleurs, et puis il y a aussi les mots. Depuis les attentats, Paris est une fête est devenu le livre symbole qu'on s'arrache dans les librairies.
Au lendemain des attentats de janvier, c'est Voltaire qui avait fait son retour au sommet des ventes avec son traité sur la tolérance. Comme si, à chaque fois, face à l'horreur, les écrivains nous donnaient les mots quand nous n'en avons plus. J'ai voulu revoir un peu ce Paris que j'aime et pour contester cette situation, un certain désespoir, un désarroi terrible. J'ai voulu opposer à tout cela et ce Paris éternel. Une semaine est passée, la vie reprend dans le quartier de la Bastille. L'opéra a rouvert ses portes, c'est la foule d'une soirée ordinaire, ou presque. On ne peut pas vivre dans la peur, donc on vit et on est ravis d'aller à l'opéra. La salle est bondée et ses 3200 spectateurs pleins d'ardeur. L'image est trompeuse pourtant. Les producteurs sont inquiets. Les réservations de billets ont chuté de 80% pour les salles parisiennes de musique de variété. L'impuissance face à l'islamisme, celle d'un père qui cherche désespérément sa fille partie faire le djihad. Pour le réalisateur, il était impensable de déprogrammer son film qui sortira la semaine prochaine. Si l'État islamique se met à faire décider de la programmation du cinéma en France, ça va être compliqué. Peu de place pour l'humain, tout juste pour son habitat. Une vision reprise dans l'exposition où la seule représentation d'un homme, c'est celle-ci. Génial. J'ai fait quelquefois très rarement des personnages dans mes tableaux. Je suis peut-être un peu trop idéaliste dans le sens que je trouve que ça fait tâche en être humain. Comment se fait-il, historiquement, que les légendes préhistoriques des éleveurs de biques de la vallée du Jourdain continuent aujourd'hui encore à faire autant de dégâts humains, politiques, géopolitiques, etc. Et donc, d'en rire et de continuer à en rire, ça paraît plus salutaire que jamais. Avec Charlie en tête, l'humour a repris ses droits pour montrer que la vie continue, presque comme avant, à la maison ou en terrasse. On peut avoir de l'émotion, on peut porter un deuil, on peut quand même rire. Pourquoi ? Parce que le rire, c'est la vie. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Chaque fois qu'on progresse, chaque fois qu'on grandit, chaque fois qu'il y a une victoire, chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous permet de nous sentir plus pleinement vivants, on est dans cette émotion de joie. Ah oui, je sais, c'est dingue, c'est... Je sais pas, mais... Oh! Le troisième sujet de 300 millions de critiques concerne le nouvel album donc, que voici. Alors c'est très compliqué parce qu'il est un peu sombre, mais je vais le maintenir un certain temps devant notre ami camérawoman, donc qui nous regarde. Interstellaire, donc c'est le nouvel album de Mylène Farmer. Plus de 11 millions d'albums vendus en 30 ans de carrière. Elle revient donc avec... ce nouveau disque, c'est un véritable phénomène de l'industrie musicale en France, vous le savez. Nos chroniqueurs sont-ils envoûtés par la charmante rouquine et les notes spatiales de son nouvel album? Réponse après avoir écouté donc l'icône. Vous allez découvrir d'ailleurs un titre qui a déjà pas mal circulé partout. C'est un duo avec Sting qui s'appelle Stolen. Oh, le cuir d'où s'en mêle, affole ton imagination. Je te vois déjà dans une autre situation. Tu es company director, une vie de famille. J'ai ce feeling qu'il y a bien plus de choses à dire. There's some kind of complication. Il lui dit He's alone, spends the night with his lover. Il y a des traces, tous les mots de sa maîtresse à l'oreille sont des tours comme une chanson d'amour. Voilà une très longue robe vaporeuse pour Mylène Farmer. L'album s'appelle Interstellaire. Le voici, il a été produit
cette fois-ci par des Américains. Mon cher Yves Bigot, bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue donc sur 300 millions de critiques, émission que vous connaissez bien puisque c'est la vôtre. C'est la vôtre aussi, Guillaume. Oui. C'est la nôtre. Et surtout, c'est celle des 300 millions de foyers de critiques qui nous regardent partout sur la planète. Quelle est la nouveauté ? Alors la nouveauté justement, c'est qu'elle ne travaille plus avec Laurent Boutonnat, son auteur et compositeur et réalisateur historique. Je crois que c'est la deuxième fois qu'elle lui fait faux bond. Et que là, comme on le voit avec ce duo avec Sting, voilà, elle aborde un genre un peu différent. Alors c'est à la fois différent en termes de production, parce que là on est sur de la production à l'américaine, c'est le producteur notamment de Lady Gaga, avec qui elle a co-composé les musiques et qui a réalisé cet album. Martin Kirstenbaum. Exactement. Donc c'est du gros son à l'américaine. On y perd beaucoup dans ces mélodies qui rentraient dans la tête, dont il était impossible de se débarrasser, qui sont la marque de fabrique de Laurent Boutonnat. Et on change un peu aussi dans la thématique. Parce que Mylène Farmer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est extrêmement intelligent et ça va très profondément chez les gens. C'est pour ça qu'elle a des fans qui sont aussi dédiés et incroyables, des collectionneurs de tout. C'est parce qu'elle aborde sans doute plus et mieux que quiconque en français toutes les questions qui sont liées d'une manière ou d'une autre aux identités sexuelles et, je dirais, aux troubles métaphysiques par ailleurs. Alors sur cet album, justement, elle s'en éloigne un peu tout en ne le quittant jamais. Et c'est ça, évidemment, qui fait sa marque de fabrique et sa personnalité. Alors pourquoi elle s'en éloigne ? Parce que, comme le titre de l'album l'indique, Interstellaire, elle aborde cette fois-ci plutôt cette espèce de dissolution sexuelle dans l'éther, qui est quelque chose qui reste en lien, malgré tout, avec son propos éternel et qui, en même temps, l'emmène dans quelque chose d'autre, puisqu'on est dans la dissolution et donc plus dans le charnel, qui est une des marques de fabrique. On se souvient de ces clips ou ces spectacles très spectaculaires, où il y a de la chair, où il y a du sang, où il y a tous les fluides corporels imaginaires, y compris ceux de l'esprit, je dirais, les fluides de l'esprit aussi. Donc on est à la fois sur un disque de rupture, mais où on ne perd ni ne s'éloigne de la Mylène Farmer éternelle. Est-ce que c'est fait pour faire de la scène ? Alors pas nécessairement, parce qu'elle n'a pas de tournée qui soit annoncée pour le moment. En revanche, c'est fait, mais elle le dit avec d'ailleurs une modestie qui est tout à fait juste. Et, qui a toujours été son registre. On n'a jamais entendu déclamer, c'est pas la reine de la promo. Absolument. Il y a quelque chose d'extrêmement secret. Exactement. Pudique, ouais. Elle est discrète jusqu'à en être secrète. Ça fait partie aussi, évidemment, de sa mystique. Mais là, il y a sans doute quelque chose, alors de non avoué malgré tout, de s'intéresser au marché américain. Déjà, la production, le producteur américain s'appelle Martin Kirstenbaum. Merci. Ou Martin Kirstenbaum. Merci Michel. Puisque l'album sortira aux États-Unis sur le label de Martin Kirstenbaum. Sur son label. Voilà. Et voilà. Qu'il y a donc, évidemment, elle va pouvoir faire de la promo aux États-Unis avec Sting grâce à ce duo Stolen Car, qui était un morceau que Sting avait chanté tout seul il y a une dizaine d'années sur un de ses albums. Et par ailleurs, avec une reprise assez charmante, finalement, de I Want You to Want Me du groupe Cheap Trick, qui était un des groupes de pop-rock américains des années 80, dont elle fait une version farmerisée, c'est-à-dire une version beaucoup plus lente, beaucoup plus sensuelle, et évidemment, le disque beaucoup plus dans son registre. Le CD est présenté, maintenant chacun donne son avis. Olivier. Moi j'aime bien. T'aimes bien le sourire du gentil Benet. Votre question laisse à penser que vous n'aimez pas vous, chez Guillaume. Non, j'aime bien. D'abord, j'aime bien depuis toujours. Je sais pas si gentil Benet, c'est... Moi, j'aime bien depuis qu'elle a... Depuis 30 ans, je crois, non ? Elle doit avoir 30 ans de carrière. C'est pas mon univers particulièrement, mais je trouve que c'est une femme complexe. Il y a des thématiques fortes. Yves en a bien parlé comme d'une bouteille de vin, là, de ce dernier cru, en effet, Interstellaire de Stolen Car. Sting, c'est bien. C'est une sorte de pop-rock, en effet, très aérien, moderne. Et puis, c'est une femme formidable. Je voudrais vous en convaincre, cher Guillaume, je l'ai rencontrée.
Elle dessine magnifiquement bien et elle sort, il faut le dire en même temps, un petit livre, là, avec Michel Onfray. C'est le courant qui s'appelle, je crois, Étoile polaire, qui sont des contes pour enfants qu'elle a illustrés, un conte que Michel Onfray a écrit et qu'elle a illustré magnifiquement. Je trouve donc cette femme surdouée et je vous engage à réécouter, chère Estelle et cher Guillaume, Interstellaire. C'est Estelle qui, pour l'instant, n'a pas digéré Interstellaire. C'est vraiment, on sent que c'est une grosse machine de guerre qui va partir aux États-Unis. En France, d'ailleurs, ça fonctionne très très bien. Je crois que c'est le meilleur démarrage de l'année en vente d'albums. Donc, Mylène Farmer, elle a encore ses fans, elle en a beaucoup. Donc, je n'en fais pas partie, mais je suis sûre qu'elle ne m'en voudra pas. Moi, je préfère la Mylène des débuts, qui était beaucoup plus piquante. Mathieu. En fait, c'est une femme qui est très paradoxale, hein, même en ce qui a trait à son lieu de naissance, parce que vous savez qu'elle est canadienne de naissance, Mylène Farmer. Son père est ingénieur, venu construire un des plus gros barrages du Québec, le barrage Manicouagan. Et je trouve ça quand même paradoxal de voir une artiste qui a quand même réussi à créer un son French touch, hein, un son très français. Elle a des descendants. Moi, je pense à Christine and the Queens, qui est vraiment une Mylène Farmer de ses débuts. Là. On sent l'affiliation entre les deux. Et au moment où cette musique-là connaît vraiment un regain, hein, on connaît toute la portée de grands groupes français. On pense à Air, on pense à Daft Punk. Et donc, elle arrive là-dedans avec un nouvel album qui est un peu impersonnel. Et je trouve ça un peu dommage de voir quelqu'un comme elle, justement, qui a créé ce son-là, qui a contribué à créer ce son-là, se diluer dans une espèce de production un peu... qui passe partout. Donc pour vous, c'est pas le voyage vers les États-Unis qui vous gêne, c'est la manière de procéder à ce voyage. C'est ce qui fait sa singularité dans une production un peu tout à l'heure. Michel. Oui, alors sur la musique, mon cher Guillaume, comment vous dire ? Écoutez, je pense que la liberté de créer est une valeur sacrée dans nos sociétés et je ne pense qu'il ne faut pas interdire justement la possibilité aux gens de s'exprimer, de laisser cours à leur imagination, à leur imaginaire. Et en ce sens-là, je pense qu'il faut favoriser ces élans créatifs, dont ceux de Mylène Farmer. Elle a 11 millions de fans, il y en a beaucoup en Suisse romande aussi. Je n'en fais pas partie, je vous l'avoue, ni pour cet album, ni pour les précédents. Mais, comme disait très bien Evelyne Beatrice Hall, que disait-elle ? Elle disait bonjour. Non, c'est elle qui a véritablement la maternité de la fameuse phrase qu'on attribue à Voltaire, c'est-à-dire « je ne suis pas touché par ce que vous faites, mais je me battrai jusqu'au bout pour vous permettre de le dire ». Eh bien, je suis un petit peu dans cette position concernant Mylène Farmer. Vous rappeliez mon amour pour le jazz. On en est quand même assez loin avec ce dernier disque. Donc voilà, à titre personnel, non, je ne suis absolument pas touché. Je l'ai écouté, hein, j'ai fait l'effort de l'écouter jusqu'au bout. Je ne suis pas sûr que vous êtes exactement la cible pour Mylène Farmer. Non, je ne crois pas non plus. C'est-à-dire l'amoureux de Miles Davis est quand même assez éloigné de la singularité, car il y a évidemment une singularité extraordinaire de Mylène Farmer. Pour clore ce sujet, un détour sur les réseaux sociaux, c'est normal, c'est nécessaire. Apparemment, même en étant numéro 1 des ventes, Mylène Farmer ne convainc pas tout le monde en live. C'est le cas de Mike qui se plaint sur Twitter du playback médiocre de la chanteuse lors de la cérémonie française des Energy Awards. Ça, c'est assez logique. Les playbacks sont souvent médiocres et elle n'est pas la seule à pratiquer. Je me souviens par exemple d'un concert de Madonna qui avait fait hurler tout le monde à l'Olympia où elle chantait effectivement, chantait totalement en playback. Je ne vous parle même pas des émissions de télévision. Vous suivez aussi, donc, évidemment, le compte Twitter de l'émission. Vous laissez des messages avec le hashtag 300 millions de critiques et vous retrouvez les infos sur le site internet, sur l'adresse qui sont en bas de l'écran. Nous avons, évidemment, c'est tout à fait normal, commencé cette émission dans la solennité. Nous allons essayer de la terminer de manière un peu plus débridée, en commençant par Yves Bigot pour parler du coup de cœur. Vous avez aimé, mon cher Yves, cette semaine, quoi ou qui ? Alors écoutez, puisque c'est le rock qui a été attaqué notamment au Bataclan, je pense que c'est le moment de lire cette excellente encyclopédie culture rock de que je vais Denis vous voler. Rouleau. Voilà, très complète, nouvelle édition. Voilà, je le recommande absolument à tout le monde. Les nouveaux venus comme la vieille garde que nous sommes. Michel. Alors la culture, c'est aussi la science.
Exact. Donc, défendons la culture. Et Ça, pour c'est ça, le genre de phrase, personne ne peut être contre. Bon, jusque-là, tout va bien. Je préfère la politique, finalement. Bref, non. Donc, je vous ai amené un exemplaire de la revue à technologist.eu. C'est une revue qui est éditée par 4 universités à la pointe des sciences et des technologies au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse. En Suisse, c'est les PFL qui s'occupent de cela. C'est un magazine qui sort un peu quand il le souhaite. Je ne peux pas vous dire autrement. C'est chaque 2 mois, chaque 3 mois, enfin selon. Pas très suisse. Non, pas tellement de régularité. C'est une horlogerie déréglée. Ou une autre régularité en l'occurrence. C'est magnifiquement fait. Je vous recommande la lecture. On peut s'y abonner un peu partout dans le monde. Il y a le site internet aussi, donc technologist.eu, qui reprend un certain nombre d'articles. C'est un véritable regard intéressant sur plein de nouveautés, sur plein d'inventions. Il y a des dossiers, il y a une mise en page, il y a des graphiques, c'est une compréhension, c'est une vulgarisation de la science qui est absolument passionnante. Mathieu. Bien, on parlait en début d'émission, évidemment, des événements tragiques. Hein. On sait que le terrorisme, c'est la pratique de l'amalgame. J'aurais le goût de vous présenter un auteur d'origine irakienne. C'est un juif irakien né à la fin des années 20, Naïm Katan. Moi, que j'ai découvert dans les années 90, dans les pages du quotidien Le Devoir. Il y a un essai qui date d'une 20aine d'années qui s'appelle « Culture, alibi ou liberté ». On lit ça et on se dit, mon Dieu, ça n'a pas changé, mais en même temps, c'est vraiment quelqu'un qui nous fait découvrir un Moyen-Orient qui est très loin des amalgames dans lesquels on veut l'enfermer dans des événements comme ceux qu'on a connus. Il a une plume acérée, c'est quelqu'un qui est très tendre aussi. Bref, à redécouvrir ou à découvrir Naïm Katan, une œuvre romanesque et des essais qui sont vraiment fameux, dont celui-ci. Mon cher Olivier. Tous mes amis parlent de produits culturels. Vous voyez, ils sont en train de faire de la promotion. Moi, je voudrais dire qu'il se passe aussi des choses formidables au Sahel. Parce qu'évidemment, on se souvient de ce qui s'est passé à Bamako, très récemment encore, d'attentats. Mais il y a quelque chose à Bamako formidable, que j'ai vu il y a maintenant 10 jours, qui sont les rencontres photographiques de Bamako, où depuis maintenant que Françoise Huguet a créé ce rendez-vous, tous les 2 ans, quand ça peut se faire, qu'à l'actualité parfois n'était pas favorable, des photographes du monde entier, et particulièrement de l'Afrique, se retrouvent. Et là, ces rencontres se sont tenues, elles ont lieu encore. Les images sont au Musée national de Bamako, qui est dirigé par un type formidable aussi. Et vous avez l'Afrique vivante, l'Afrique sinon heureuse, mais en tout cas l'Afrique créatrice des artistes. Et je vous invite en tout cas à lire et à consulter le catalogue magnifique qui a été fait à l'occasion. Estelle. Alors, juste pour dire qu'on a aussi une rousse française qui est, bizarre, encore plus... peluche est rugueuse. Je sais que vous aimez beaucoup mes vêtements. C'est juste un prétexte. C'est vrai, c'est rugueux. Donc voilà, Claire Dietersby, alors ce n'est pas exactement le même style que Mylène Farmer, mais je vous le recommande avec 69 battements par minute. Et j'en viens à mon réel coup de cœur, qui est un livre écrit par un petit jeune qui commence, que j'ai la chance de côtoyer de temps en temps. Battements de cœur, donc je pense à Mémoire d'un arythmique. Voici l'auteur, Guillaume Durand, voilà, donc, qui m'a dédicacé, et je l'ai oublié au pied de mon lit, donc ces mémoires, et c'est vrai que c'est très touchant. Oui, j'ai une idée. Il vous l'a dédicacé au pied de votre lit. J'ai oublié le livre. J'ai une sorte de VRP de la culture, je viens au pied du livre. Donc voilà, Mémoire d'un arythmique, et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant, la façon de vous parler de cette maladie que je ne connaissais absolument pas. Après, vous ne parlez pas que de ça, mais voilà, c'était mon petit coup de cœur. C'est trop gentil. Guillaume Durand, et j'aime beaucoup la couverture. Voilà, la couverture qui est faite par Yang Peiming, qui est un artiste chinois qui a fui la révolution culturelle, la fin de la révolution culturelle en Chine, qui n'a pas pu faire les beaux-arts là-bas, qui n'a pas pu les faire à Paris, qui les a fait à Dijon, parce que dans sa famille, ils l'ont logé dans un restaurant à Dijon où il est devenu plongeur, il a fait les beaux-arts en même temps, et maintenant c'est un artiste que le monde entier nous envie. Moi, je vais terminer évidemment avec Mathias Sénard, Boussole, le roman que voici, qui est publié aux éditions Actes Sud et qui a eu le Goncourt. Je voudrais dire un mot de Eagles of Death Metal, puisque justement c'était le début de notre histoire. Le leader de ce groupe, Josh Homme, est un personnage assez particulier, puisqu'il est à la fois le leader de Queen of Stone Age, et il a monté récemment un autre groupe qui a duré le temps d'un album, avec John Paul Jones de Led Zeppelin et avec Dave Grohl, donc, qui a été le batteur de Nirvana et qui, vous le savez, est le leader de Foo Fighters. Donc c'est assez amusant, Eagles of Death Metal, non pas dans le contexte d'aujourd'hui, mais ils essayent de mettre sur scène avec un copain d'enfance une sorte de rock parodique qui reprend non pas toutes les générations, mais tous les espaces possibles du rock'n'roll. Et c'est alors qu'ils étaient sur scène au Bataclan, en l'absence de Josh Homme, qui n'était pas là, que tout a dégénéré. Donc c'est une manière de leur rendre hommage. Merci à vous.